7 jours. Au moment où je tourne cette vidéo, le départ de la RAF, c'est dans 7 jours. Alors là, j'ai mon numéro de dossard, j'ai mon heure de départ et il y a 3 jours, j'ai eu une petite frayeur. Et puis aussi, je vous ai demandé si vous aviez des questions par rapport à tout ça. Vous en aviez. Alors je les ai notés, donc avec le tout, c'est parti pour une dernière vidéo avant cette grande balade. Mais pour commencer, une petite annonce de Bicycle Line qui est partenaire de cette vidéo et dont j'utilise les fringues vélo depuis bientôt 2 ans. D'ailleurs, je vais en utiliser pas mal sur cette RAF. Ils vous proposent de profiter de leur pré-solde avec une réduction de 30%. Pour ça, il suffit de vous inscrire à leur newsletter grâce au lien en description. Vous recevrez d'abord un code de 10% en guise de bienvenue, puis le code de 30% qui arrivera le 26 juin. Si vous avez besoin de vous équiper pour l'été, et pas que en fait, c'est une bonne occasion. L'inscription à la newsletter n'engage à rien et vous pouvez bien sûr vous désabonner quand vous voulez. Allez, on attaque par les dernières news d'ordre organisationnel par rapport à la course elle-même. Et donc, comme je disais, j'ai eu mon numéro de dossard, c'est le USS 323. Et a priori, c'est un numéro que je vais garder à vie. Enfin ça, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et au point de vue du départ, moi je pars à 18h02. En fait, les départs se font à partir de 17h plutôt que 15h, comme c'était annoncé à l'origine, et il y a un départ toutes les 30 secondes. Alors après, au niveau de l'ordre de départ, en fait, ça se fait par ordre de dossard, mais comme je disais, on a le numéro un petit peu à vie. Ce qui fait que le premier à partir sera quelqu'un qui s'était peut-être déjà inscrit sur des éditions précédentes et qui s'était vu attribuer un numéro plus petit que le mien. Donc en gros, le premier à partir, peut-être que c'est un gars qui s'est inscrit déjà une fois il y a 3 ou 4 ans, le suivant, peut-être quelqu'un qui s'est inscrit il y a 2 ans, et ainsi de suite. En fait, quand on est là pour la première fois, on part dans les derniers, et c'est mon cas. Mais pour tout vous dire, 18h02, moi comme heure, ça me va bien. C'est fin d'après-midi, un petit peu quand je commence à me réveiller, parce que c'est vrai que tous les jours, je sais pas, entre 14 et 17-18, j'ai quand même un petit coup de mou, donc là c'est bien. En plus, si c'est une journée où il fait chaud, et à cette heure-là, ça commence à être un peu plus vivable, on va dire. Les lumières commencent à être sympas. Donc non, c'est cool, et puis en plus, ça va me rappeler un petit peu quand j'ai fait La Rochelle-Roscoff. J'étais parti à 18h, mais plutôt bien réussi. Donc impeccable. Dans la description, je vous mets le lien de la fameuse start list dont je vous parlais, parce qu'il me semble qu'elle fait office de page de suivi live. Si c'est pas le cas, enfin même dans tous les cas, je repartagerai un lien sur les réseaux, enfin là peut-être en post sur la chaîne ou sur Insta, Facebook et compagnie. Enfin bref, si vous voulez suivre ma progression pendant la course, vous pourrez me retrouver dessus, je pense, avec mon numéro de dossard ou mon nom. Je crois que l'année dernière, il y avait même possibilité de laisser des petits messages, des machins. Alors, je sais pas si là, ça sera le cas. Et surtout, je sais pas si je pourrais trop les lire, mais c'est une possibilité. Et puis autrement, côté suivi, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous remets mon compte juste là si vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez me rejoindre, c'est cool. Je vais essayer de faire pas mal de stories pendant la course. Peut-être aussi quelques posts pendant des pauses. Je sais pas trop. Et puis après coup, je ferai une vidéo débrief, ou peut-être même plusieurs vidéos débrief, mais je vous rappelle que je ne prends pas de caméra, donc il n'y aura pas de vidéo d'aventure comme j'ai pu faire de temps en temps sur d'autres trucs. J'ai encore reçu pas mal de messages de certaines d'entre vous qui proposaient de venir me voir sur le parcours pour rouler un petit peu, pour me ravitailler et tout ça. Alors c'est super sympa, mais je te rappelle que c'est pas possible. On n'a pas le droit de se faire accompagner, nourrir ou héberger par des gens qu'on connaît en dehors des bases vie. Donc par contre, si vous voulez venir sur une base vie, m'apporter une part de flan, une bouteille de ceinture ou juste discuter 2 minutes, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Alors je serai peut-être pas toujours très frais, très dispo si j'ai besoin de me ravitailler, de dormir un petit peu ou quoi. Mais si vous voulez venir, avec plaisir. Côté parcours, ça y est, on a reçu le définitif, sauf gros problème de dernière minute. Et comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, il y a des cols qui sont fermés dans les Alpes suite à des éboulements ou ce genre de choses. Et du coup, on peut pas y aller. Alors ils ont dû modifier un petit peu le tracé. Et là, par exemple, on passe plus sur Annecy. Et on se retrouve avec un parcours qui fait un chouille moins de 2500 km et qui a un tout petit peu plus de 40 000 de D+. Alors maintenant, il me reste à le découper en plusieurs morceaux. Comme ça, le GPS, il pourra mieux ingurgiter tout ça. Parce que sans ça, je sais pas s'il arrivera bien à calculer et compagnie. Et moi, comme découpage, je pense faire un truc de base vie en base vie. Ça me paraît pas mal. Je sais que d'autres font à la journée ou ce genre de trucs, mais moi de base vie en base vie, je pense que c'est bien et ça me met des petits objectifs à court terme qui sont pas mal. Et puis après au niveau des drop bags, j'avais dit que le premier drop bag on l'avait à Megève au kilomètre 1500. En fait j'ai eu un changement là, peut-être que c'était prévu comme ça mais les trucs étaient pas à jour. En fait le premier il est au kilomètre 1000 à Mulhouse dans un club de vélo. Du coup il faut que je repense un petit peu
comment j'organise mes sacs et tout, même si j'avais déjà pas trop peaufiné, donc j'ai encore un petit peu de boulot là-dessus avant le départ. Il y a 3 jours, lundi matin, donc à J-10 du départ, j'ai eu une petite frayeur. Je suis allé faire une sortie et puis en fait j'ai la couvre-cocotte de ma manette gauche là qui est un peu détendue, puis ça me plaisait pas, j'ai essayé de le remettre un petit peu et tout, puis en passant le doigt là je fais c'est bizarre, c'est un peu gras, ça me plaît pas. Je l'ai soulevé et en fait j'avais une fuite d'huile minérale, donc une fuite au niveau du freinage, et là je me suis dit partir avec un frein qui fuit, ça va pas le faire. Et vous savez qu'en ce moment c'est un peu compliqué de trouver des pièces quelquefois pour les vélos, et tout de suite j'ai pensé qu'il fallait changer la manette, que ça allait être compliqué d'en trouver une en 10 jours, enfin de la trouver, de la recevoir, puis après il faut l'installer, il faut la régler, tout ça. Donc franchement, sur le coup, j'étais pas joyeux. En rentrant tout de suite, j'ai trouvé une manette sur Ultrix. Voilà, j'ai commandé la dernière qui était en stock par sécurité. Et pour tout vous dire, je suis pas encore allé chercher le colis. Parce qu'après, je me suis dit, il y a peut-être quand même moyen de réparer la manette sans tout démonter et sans la changer surtout. Et c'est le cas. Il y avait juste une petite pièce à changer. Ça m'a coûté 3 €, parce que j'ai eu de la chance de la trouver dans le coin. Et j'ai fait une vidéo pour vous raconter tout ça. Je pense que ça peut être très utile. Je vous la mets dans un coin de l'écran. Comme ça, si un jour vous avez une manette hydraulique Shimano comme ça qui fuit, ou peut-être même que c'est pareil avec d'autres marques ou quoi, vous aurez l'info et ça vaut pas forcément le coup de racheter une manette. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de la RAF, là où j'essayais un petit peu mon matériel, le setup que j'allais prendre pour la course. Au point de vue de l'éclairage, je vous disais que j'allais utiliser 2 lampes frontales Stutz, donc une sur le casque, là avec la 3, et une que je voulais fixer devant, la petite Misty, pour faire un feu diurne. Bon, alors l'autre jour j'ai installé le support, et je me suis rendu compte qu'en fait, le support des 2 lampes n'était pas tout à fait le même. Parce que sur la Eclat 3, c'est leurs nouvelles batteries qui sont en fait d'un diamètre un peu plus gros, et donc forcément le support il est moins serré. Et ça fait que la Misty ne rentre pas dedans. Enfin, elle rentre dedans, mais elle tient pas. Enfin, sans doute que j'aurais pu bricoler un petit peu, mais j'avais pas envie de m'embêter. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends une autre Stutz, c'est la Kiska 2, qui est en fait plus puissante que la Eclat 3, à peu près la même taille, mais un peu plus puissante. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait plus d'autonomie. C'est vrai que je m'étais pas trop repenché dessus. Donc au final, ça fait que la Kiska 2 vient sur le casque, la Eclat 3 va à l'avant pour faire office de feu diurne, mais aussi de complément d'éclairage à la calampe. Au point de vue des batteries, du coup, je vais gérer différemment aussi. La Eclat 3, j'ai 2 batteries, mais je vais en emmener qu'une. Et si j'ai besoin de la recharger en cours de route, elle a un port USB-C dessus et je peux même la recharger pendant qu'elle est allumée. Donc comme elle est fixée devant, s'il pleut pas, ça le fait. Et puis pour la Kiska, en fait j'ai 4 batteries. J'en prends 2 avec moi parce qu'on est obligé d'avoir une batterie de rechange par lampe. Bon, pour la Eclat 3, du coup pas obligé puisque là c'est une option que je me rajoute. Et les 2 autres batteries, je les mettrai une dans chaque drop bag. Comme ça, je pourrai repartir avec une batterie pleine à chaque fois. Et si j'ai besoin en cours de route de recharger une batterie, j'ai aussi le petit câble de chargement que je pourrais mettre sur une batterie externe. Et ce qui est bien avec tout ça, même si ça va me prendre, ça va faire un tout petit peu plus lourd, et si la Eclat 3 aura moins d'autonomie en feu diurne que la Misty, c'est que je pars quand même beaucoup plus serein côté éclairage. Et moi qui aime beaucoup rouler la nuit, là je vais être tranquille, je vais avoir pas mal de puissance, pas mal d'autonomie. Et je pense que je vais être bien, ça va vraiment faire un bon complément à la calampe, ça va être nickel. Et c'est qu'on voit un peu rien avec le contre-jour maintenant que le soleil est sorti. Vous savez quoi, là pour la prochaine partie, je vais faire demi-tour, ça sera mieux. C'est quand même plus joli au niveau de l'image. Et tout ça, pour vous parler rapidement d'un truc côté matos dont je vous ai pas encore trop parlé, ce sont les fringues. Et puis les fringues, en fait, je n'en ai pas encore trop parlé parce que j'ai pas totalement tout décidé de ce que je prends, de ce que je prends pas. Donc, il y aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, plus en détail. Mais globalement, pour la tenue, on va dire, de base, c'est ce que j'ai là. Donc, le maillot Bicycle Line Jaya. Ça, j'aime beaucoup la matière. C'est super léger, super agréable. Cuissard aussi de chez eux avec des poches sur le côté. Ça, je trouve que c'est indispensable en longue distance pour charger plein de bordel, type de la bouffe et tout. Les chaussures, j'ai les CD Dust avec dedans les semelles confort machin mémoire de forme là. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien ces chaussures, mais parfois je manque de place, notamment à l'arrêt ou pour marcher. En roulant, ça va. Enfin, je sais pas, il y aura peut-être des petites mauvaises surprises pendant la course. On verra bien, mais de toute façon, dans l'immédiat, j'ai rien d'autre de mieux à prendre. Petite gapette, les lunettes Julbo Edge, le casque Abus et le Airbreaker, je crois. Et puis voilà, donc je ferai sans doute une vidéo dédiée sur les fringues, l'équipement que j'emporte,
après coup, ce qui permettra aussi de voir si j'ai fait les bons choix ou pas. Dites-moi si c'est un truc qui vous intéresse en vidéo dédiée ou inclus directement dans le débrief ou je ne sais quoi. Petite pause en bord de route pour vous parler d'un ou deux trucs que je vous avais pas encore montré. Bon, déjà dans la sacoche Downtube, la chez Apidura dont je vous ai parlé dans la vidéo matos, juste en impression 3D, je me suis refait un bidon outil que je trouve plus pratique que le Zefal que j'avais, parce que du coup là l'ouverture, il n'y a pas de report gênant et tout. Enfin bon, voilà, c'est petites adaptations que je fais. Pareil en impression 3D, je me suis fait ce petit mousqueton pour sécuriser la musette. Vous savez, normalement, je le passais dans le cordon du compteur qui, lui, vient se raccrocher sur cette attache de marque Peak Design. Normalement, c'est des trucs pour la photo. Mais je trouvais ça plus pratique que chacun ait sa fixation. Donc voilà, petit mousqueton d'impression 3D. Bref, dans la sacoche, ici, j'ai le casque Crosscall X-Vibes. Alors, je me sers rarement d'écouteurs à vélo. En général, sur la longue distance, je mets la musique directement sur le téléphone avec le haut-parleur. Mais là, il faudra économiser un petit peu la batterie. Je me dis que de prendre ce casque, ça peut être pratique. Alors peut-être que la forme vous fait penser à un casque d'une autre marque qui est Aftershocks. Là c'est pareil, c'est de la conduction osseuse et les Français de Crosscall, on va dire qu'ils ont peut-être un petit peu copié le design ou du moins fait un cousin du Aftershocks. Alors ça fonctionne bien, je le trouve peut-être un poil moins confortable que le Aftershocks, surtout je trouve que les boutons sont moins bien foutus. Ici c'est petit, pour changer de piste c'est moins pratique, enfin voilà, globalement je le trouve moins pratique à utiliser. Le son est correct, ça va. Par contre le gros avantage c'est qu'ici pour la recharge c'est un USB-C et qu'en plus il a 14 heures d'autonomie annoncée contre peut-être 10-12 pour les Aftershocks. Donc je me dis que ça sera le bon candidat pour partir sur cette rave de temps en temps pour mettre un peu de musique ou de podcast dans les montées ou dans les moments un petit peu longs. Et autrement, là j'ai des petites choses qui peuvent être pratiques que j'ai pris chez Lyophilis & Co. Ça, ce sont des pastilles micro-pures pour purifier l'eau. Si jamais à un moment je trouve pas de fontaine ou quoi, donc ça prend pas trop de place, c'est pratique. Alors après, j'ai jamais testé. On m'a dit que parfois on tolérait pas bien au niveau de l'estomac ou quoi. Enfin, à voir. En gros, on met une pastille dans un litre d'eau et en une demi-heure, ouais, je crois que c'est une demi-heure, c'est purifié. Donc j'en prends quelques-unes. Si jamais à un moment j'ai une galère, ça peut dépanner. Et autre truc que j'ai pris chez Lyophilis & Co. Ça, ce sont des patchs pour les piqûres de guêpes, abeilles, frelons, ce genre de trucs. Et en cas de piqûre, on colle dessus et normalement ça soulage la douleur tout de suite. Alors j'espère ne pas avoir à les tester, mais du coup j'en prends deux. Ça prend vraiment pas de place, ça pèse rien. Autrement, tant qu'on parle de boissons, vous savez, moi je mets des électrolytes Olifat dans mes bidons. Mais en ce moment, j'ai aussi testé une boisson d'effort de chez NAC, la boisson Ultra Énergie, je crois goût citron. Et même si de base je suis pas trop fan des boissons d'effort, parce que je préfère manger, je l'ai trouvé vachement sympa. En tout cas au niveau du goût, je la trouve rafraîchissante et même sur du long terme. Alors moi, il faut savoir que je dilue x2 par rapport à ce qu'ils disent. Normalement, ils mettent 2 cuillères pour un bidon de 500 ml. Moi, les miens font 900 et je ne rajoute pas de poudre. Mais je l'ai trouvé agréable à boire, alors sans doute qu'en plus ça apporte un peu d'énergie, et je me dis que je vais en prendre quelques doses dans mes sacoches pour pouvoir préparer des bidons de temps en temps, histoire d'avoir autre chose que de l'eau plate, d'avoir des petits goûts sympas, d'avoir des trucs à boire sympas, et ça je pense que ça va être important pour bien s'hydrater, et si ça ramène encore un peu de sel minéraux, un petit peu d'énergie, un petit peu de ci, un petit peu de ça, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. On passe à la dernière partie de cette vidéo avec les questions que vous m'avez posées sur YouTube et Instagram, et pour commencer, est-ce que je suis stressé ? Eh ben non, pas de stress. Il y a éventuellement deux petites choses qui peuvent m'inquiéter pendant la course. C'est s'il y a de trop grosses chaleurs, je sais que ça peut vite me mettre une cartouche. Ou si j'ai des douleurs aux genoux qui arrivent et voilà, où ça peut devenir compliqué de pédaler. Mais autrement, non, pas de stress. Question très intéressante. As-tu estimé le budget durant l'épreuve? Alors, pas vraiment. Je pense que je reviendrai sur le budget après coup dans le débrief ou un autre moment. Après, durant l'épreuve, je sais que ça va coûter un peu de blé quand même. Parce que quand on y pense bien, ne serait-ce que pour s'alimenter, si on s'arrête beaucoup dans des boulangeries ou quoi, c'est à chaque fois des billets de 5-10 balles, plusieurs fois par jour. Si je me prends, je sais pas, des pizzas dans un distributeur, ça va être entre 10 et 15 balles, plus les cafés, les machins. Enfin, ça va peut-être vite monter à, je sais pas, 40 balles par jour. Si jamais il faut prendre une nuit d'hôtel en plus, c'est quoi? C'est 60 à 100 euros. Enfin, par là, je pense. Mais voilà. Donc oui, il va y avoir quand même un peu de sous à dépenser. Maintenant, on verra au bout du compte ce que ça donne. Est-ce que je suis sûr de vouloir m'infliger ça? Ouais. Sinon, j'irai pas. Est-ce que j'ai suivi un plan d'entraînement? Absolument pas. Un jour, je parlerai aussi de comment je m'entraîne et comment je vois les choses de ce côté-là. Je ne suis pas de plan d'entraînement parce que c'est pas mon truc. Devoir me dire, faut que je fasse tel truc, tel jour, telle heure, machin.
pas pour moi. Je préfère faire les choses comme j'ai envie, je sais un petit peu ce que j'ai besoin de faire, tout ça. Donc je fais un peu à ma sauce. As-tu étudié enfin le tracé afin de planifier des étapes en fonction du profil et de la météo? Pas vraiment. Et je vois pas comment planifier à l'avance les étapes en fonction de la météo. Ça, de toute façon, la météo, j'ai envie de dire, faudra faire avec. Hein. S'il pleut pendant 4 jours, on va pas rester 4 jours à l'arrêt. Après, comme je l'ai dit plus tôt, les étapes, enfin, du moins, je vais découper la trace avec les bases vie. Et après, les étapes, ça se fera en cours de route. Il n'y a pas vraiment d'étapes à proprement parler. Tu dors seulement avec un bivy, pas de matelas, t'es en béton. Alors comme j'ai dit, oui, je vais juste tenter bivy plus doudoune. Après, le but, c'est pas de faire des grandes nuits, c'est de faire des siestes. Et ensuite, j'essaierai de dormir un peu plus sur les lits de camp des bases vie. Est-ce que je suis prêt mentalement? C'est peut-être bien le seul truc où je peux être prêt, en fait. Dans la tête, ça va, ça y a pas de souci. Après, le bonhomme et le matériel, faut encore affiner 2-3 trucs, mais ça devrait le faire. À quel pourcentage de FTP te cales-tu sur une épreuve si longue? Alors pour ça déjà, il faudrait que je connaisse avec précision ma FTP, ce qui n'est pas le cas. Dernièrement, mon compteur m'a dit, je crois que j'étais à 277. Par contre, maintenant que j'ai un capteur de puissance, je vois un petit peu à combien je dois me mettre pour pas trop me taper dedans. Et je sais que si je tourne entre 180 et 200 watts, à peu près, normalement, sur du long, ça le fait. Après, j'ai encore jamais fait d'épreuve si longue, donc on verra bien ce que ça donne sur la durée. Est-ce que je compte me raser avant de partir? C'est quoi cette question? Bien sûr que non. Comment fais-tu pour ne pas avoir les fesses en feu avec 2500 km sur la selle? C'est une question sérieuse car j'ai fait un 600 km avec beaucoup de mal pour finir à cause de ça. J'ai encore jamais fait 2500 km comme ça d'un coup. Donc peut-être qu'à un moment j'aurai un peu mal au cul. Autrement, ce que je fais comme ça quand je pars sur du long ou même tout court, c'est que déjà j'ai trouvé un cuissard et une selle qui me vont bien. Ça c'est vraiment des choix perso, hein. Faut faire des essais. Et après, pour éviter les frottements, je mets du baume anti-frottement de la marque Nature Essence. C'est Mathilde qui fait ça. Je vous remets dans un coin de l'écran la vidéo où je suis allé chez elle faire un reportage sur comment elle fabrique ses produits. Hein. C'est artisanal, 100% naturel et tout. Donc c'est peut-être un petit peu plus cher que des marques plus connues, mais ça marche au moins aussi bien et au moins je sais ce que je me mets sur la peau. Une fois prêt, ton vélo pèse combien? J'en sais rien parce que jusqu'à maintenant il n'est pas encore prêt. Peut-être que je ferai une pesée avant le départ. Alors j'aurais peut-être tendance à mettre l'eau, la bouffe et tout dans la pesée, on verra. Je l'ai pesé avant la sortie de dimanche, là où j'ai essayé le matériel. Je crois que j'étais un peu moins de 16 kilos avec l'eau, mais il n'y avait pas toute la bouffe et peut-être pas tout à fait tout le matos. Mais je pense que ça devrait se tenir plus ou moins là-dedans, sachant que niveau bouffe, là j'avais un plat autochauffant de 400 grammes que je vais pas trimballer tout le long, hein, ça je vais le passer dans les cuisses après. As-tu déjà fait une étude posturale où tu as de la chance de ne pas avoir de douleur lors de longues sorties? Alors pour cette première question, non, j'ai jamais fait d'étude posturale et je me dis que pour la RAF, j'aurais peut-être dû, ça aurait peut-être pas fait de mal d'aller faire un truc un peu carré. Et oui, j'ai encore parfois des douleurs, notamment un peu cervicales ou dos. Peut-être aussi que c'est parce que je gonflais un peu trop mes pneus, du coup je suis un peu en confort. Pour le reste, en fait, quelquefois je fais des petites sorties, 25-30 bornes où je m'arrête tous les 2 km, faire un micro ajustement de selle ou de cale des chaussures ou genre de truc jusqu'à essayer d'avoir quelque chose qui me convient. Et là j'ai trouvé un truc pas trop mal. Maintenant c'est clairement pas parfait et sûrement qu'il y a mieux à faire. Et tu demandais aussi, et concernant les pyrooliphates, comment tu fais pour ne pas prendre une bonne dose d'huile à la première bouchée? Parce que personnellement les malaxants, ce n'est vraiment pas agréable. Je les malaxe beaucoup. Après, j'ai remarqué que celles qui ont quelquefois attendu un petit peu, qui sont restées longtemps stockées, peut-être pas dans le bon sens, je sais pas trop comment dire, elles déphasent un peu plus et sont peut-être un peu plus dures à mélanger. Mais globalement, malaxant, ça va. Et au pire, si je prends un peu d'huile, moi, tant que je mange, ça me va, quoi. Est-ce que j'ai prévu de prendre du papier toilette et où est-ce que je compte déposer le bilan? En gros, où est-ce que je vais aller chier? Papier toilette, ouais, je vais sûrement en prendre un petit peu au fond de ma sacoche de sel, c'est souvent ce que je fais. Maintenant, le problème de l'avoir au fond de la sacoche de sel, c'est qu'il faut aller le chercher. Donc, généralement, il ne sert pas. Autrement, j'ai des paquets de mouchoirs que je laisse dans la sacoche Top Tube. Et sans ça, souvent, en fait, quand tu trouves des toilettes publiques, surtout quand tu es en province, souvent il y a des trucs propres avec du PQ, donc ça c'est pas mal. Après, pour d'autres envies qui pourraient être pressantes ou quoi, se jeter derrière un buisson, c'est pas mal aussi. Et puis là, du coup, le PQ ou le Kleenex, ça sert. Et bien sûr, après, dans l'idéal, on prend un petit sac pour remporter tout ça et jeter dans une poubelle un peu plus loin pour pas tout laisser dégueulasse. Des petites questions encore sur le sommeil. Est-ce que je dormirai tout le temps dehors ou hôtel de temps à autre?
comment je vais gérer le dodo, est-ce que j'ai un plan ou est-ce que je ferai un peu en fonction du ressenti. Bon bah les gars, je crois que vous avez pas vu la première vidéo que j'ai fait sur la RAF, enfin je sais plus si c'était la première, mais une d'il y a pas longtemps où j'ai parlé de ça justement. Je pense, comme je disais tout à l'heure, faire des siestes en extérieur, dormir sur les bases vie. Après voilà, si à un moment il faut prendre une chambre d'hôtel parce que vraiment je suis carpette et qu'il faut dormir, bah je le ferai, hein. Donc mieux s'arrêter un petit peu que de devoir s'arrêter tout court. Et puis autrement, bah, je vais essayer de faire des siestes quand j'ai besoin, je sais pas, des arrêts de bus, peut-être des églises, des lavoirs, enfin je sais pas, il y a plein d'abris à cyclistes partout quand on se balade, hein. Ouvrez un peu les yeux, vous allez voir, on trouve plein d'endroits sympas. Alors là, c'est pas une question, quelqu'un qui me dit bon courage, car avec mon peu d'entraînement en montagne, c'est pas gagné, c'est mon mental qui prendra le dessus ou pas. Bah, j'ai envie de dire, s'il fallait toujours qu'on soit entraîné à bloc pour chaque situation qu'on doit rencontrer pendant une course, on serait jamais prêt de toute façon. Donc moi j'y vais, et aussi un jour où je reparlerai d'entraînement, ça bah, je vous le redirai, c'est que moi je considère que tout ce qu'on fait, c'est de l'entraînement. Donc cette RAF, même si c'est une course ou tout ce qu'on veut, bah, ça sera un entraînement pour d'autres trucs plus tard. Donc bah, si c'est là qu'il faut découvrir la montagne à vélo, et bah, c'est là qu'il faut découvrir la montagne à vélo. Voilà, je suis allé grapper un petit peu comme j'ai pu, par-ci par-là, j'habite dans une région plate, donc j'ai fait comme j'ai pu. Maintenant ça fera le taf ou pas. Et puis bah, quand je serai à la montagne, il faudra juste que j'apprenne à vraiment être patient et à travailler en souplesse, et puis bah ça ira. Et juste après comme question, comment est-ce que j'appréhende les gros cols à venir? Est-ce que je me suis cogné des cols durant ma préparation? Bon bah j'ai envie de dire, j'ai un peu répondu déjà à la première question. J'ai vu qu'il y aura des cols qui vont vraiment faire mal, des montées de 25 bornes avec quelquefois des coups de cul à 20%. Donc ça va me taper la tronche, mais bon bah quand faut y aller, hein. Et puis si à un moment faut poser le pied pour marcher un peu, bah je poserai le pied pour marcher un peu. Et là je sens que je vais me faire saucer, vous voyez ce jet d'eau? Je sens qu'il va pas me louper lui. Et est-ce que je me suis cogné des cols pendant la prépa? Bah rien de très gros. Ah ça mouille. J'ai fait juste des petits cols en Auvergne là, quand j'y étais pour faire les photos du Gravelman. Et ensuite bah, j'ai grimpé le Puy-Marie, donc le pas de Pérol. Et il y avait je sais plus quel autre col avant, enfin des petits trucs. Donc voilà, bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Et après sur le Lot et la Corrèze, bah, j'ai trouvé le max de bosses possible, quelquefois un peu longue jusqu'à 12 bornes. Et il faudra que ça aille. Et sur ce, bah, c'était la dernière question. Donc écoutez, bah, moi d'ici le départ de la RAF, d'ici une semaine, il me reste encore pas mal de petites choses à préparer. Vous, quand vous aurez vu cette vidéo, il me restera sûrement moins de choses à préparer et sûrement moins de jours avant le départ. Donc maintenant, bah, ça va être lavage du vélo, changement de pneus pour partir neuf, changement de chaîne, tous les petits réglages, bien répartir le matos dans les drop bags, bien choisir tout le matos. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à y aller et à profiter. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me mettre tout ça en commentaire. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.